Cette semaine, j'ai eu le plaisir de recevoir France Gauthier, qui est auteure, conférencière, fondatrice de SEM Média, une ex-journaliste qui travaillait à l'époque avec Claire Lamarche. Et suite à une rencontre avec une médium, elle était très, très sceptique au départ. Puis finalement, ça l'a changé la trajectoire de sa vie. Elle s'est lancée dans une quête spirituelle où est-ce qu'elle a rencontré des centaines d'experts pour comprendre les phénomènes paranormaux. Elle a rencontré des médiums, des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, des experts d'un peu tous les domaines dans le monde spirituel pour essayer de comprendre ces phénomènes-là. Donc, ce qui lui donne un bagage vraiment complet dans sa vie avec son background en tant que journaliste, très, très rationnel. On a eu une très belle entrevue, fascinante, sur un paquet de beaux sujets. Donc, j'espère que vous allez l'apprécier. S'il vous plaît, nous laissez du feedback. Si ça vous a apporté un peu de valeur, partagez l'entrevue sur vos médias sociaux. Laissez-nous un petit commentaire, un petit j'aime. Ça nous aide beaucoup à faire connaître le podcast et produire encore plus de contenu de qualité. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. Bon podcast. Salut, France. Salut, Gab. Merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait vraiment plaisir. Surtout, ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec un jeune. Parce que toi, t'es tombé dedans comme Obélix. Ah là, c'est parti, c'est moi qui vais faire l'entrevue. Check bien ça. T'es tombé dedans comme Obélix, ça m'intéresse. La journaliste en toi ressort. C'est ça. Puis justement, aujourd'hui, je voulais que tu nous parles un peu de ton parcours, comment t'en es arrivé aujourd'hui avec ton entreprise SEM Média. T'es parti un peu de très jeune, en fait, avec cette connexion-là, un peu au monde spirituel que tu as perdu un peu en grandissant. Tu t'es conformé un peu à la société, tu es devenu journaliste, tout ça, tu as eu ton parcours. Puis ensuite, maintenant, tu es revenu un petit peu à ta source, en fait. Oui, exactement. Fait que parle-nous un peu, justement, c'est ça, de tes débuts, un peu, comment ça s'est produit, un peu ton éveil comme écoute, les gens de mon âge sont probablement tous au courant probablement de cette histoire-là, mais ta gang, ça se peut qu'ils ne le soient pas. Fait que je vais raconter l'histoire. Parce que c'est une belle histoire que tu écoutais d'ailleurs en t'en venant dans l'auto. Je savais même pas que l'histoire d'On ne meurt pas était sur Spotify. Fait qu'on va le dire. Si vous voulez entendre l'histoire d'On ne meurt pas, mon premier livre, il est sur Spotify. Je vais aller voir ça moi-même. Et bref, moi, j'étais journaliste d'enquête. J'ai travaillé avec ton oncle, entre autres, quand je travaillais à TVA. Et on va le nommer, Alain Laforêt, c'est correct? On a le droit? Ben oui, on a le droit, certain. Je travaillais avec Alain. Puis, au bout de 10 ans de journalisme, j'ai eu des enfants. Puis, j'ai décidé de prendre du recul puis de dire, bon, là, c'est pas vrai que je vais travailler 60 heures semaine avec des bébés. Ouais. Fait que j'ai donné ma démission aux nouvelles. Puis, j'ai commencé à faire des contrats à la pige de toutes sortes d'affaires. J'étais chroniqueuse, j'étais animatrice télé. Et je travaillais, entre autres, pour Claire Lamarche. Et Claire Lamarche, un jour, me dit, « Garde, France, toi, tu as été journaliste d'enquête, tu es capable de savoir ça. Si c'est un charlatan dans la vie, on aimerait ça que tu ailles voir une madame qui dit qu'elle est capable de communiquer avec les personnes décédées. On ferait une émission d'1 heure dans le temps que Claire avait son show d'1 heure à 4 heures tous les après-midi à TVA, là, dans les années 2000. » Fait que j'ai dit, OK, on va faire ça. Mais je ne m'étais jamais posé la question. Tu sais, j'avais 39 ans. Je ne m'étais jamais posé la question à savoir, y a-t-il une vie après la mort? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, mon père était décédé quand j'avais 14 ans. Il s'est suicidé. C'était quand même... C'était très tabou à l'époque. Moi, j'avais été élevée dans une famille bourgeoise. Mon père était médecin. J'allais dans une école privée. Au bout de 3 jours, on est rentré à l'école après les funérailles, puis on n'a plus jamais eu le droit d'en parler parce que c'était tabou. Ce qui fait que j'avais même pas fait complètement mon deuil, probablement, même si j'avais consulté à partir de l'âge de 25 ans. Il y avait des parties de moi qui n'étaient pas... C'était pas encore réglé à l'intérieur de moi. Fait que, mais je ne m'étais pas posé toutes ces questions-là. Et Claire me dit, t'es toute désignée, ça prend quelqu'un de l'équipe qui a du flair, puis en plus, qui a perdu quelqu'un de proche. Fait que, veux-tu aller voir ce madame-là? OK, c'est beau. Je me présente là, les bras croisés, en disant, impressionnez-moi, madame, impressionnez-vous, mais surtout moi. Puis... Très, très sceptique, là. T'étais dans une phase de ta vie très comme cartésienne, logique, puis tu t'attendais pas à ça du tout, là. Pas en tout, mais surtout, il y avait quand même une petite affaire, là. Il y avait une étincelle à l'intérieur de moi, un élan qui me disait, faut que tu y ailles. Puis je savais pas trop pourquoi. Alors, je me suis présentée là un samedi matin. J'étais avec la coordonnatrice de la recherche sur l'émission de Claire Lamarche. Je passais en premier, puis ma chum passait après moi. Elle avait perdu le père de ses enfants dans un accident d'autobus. Il était chauffeur d'autobus Orléans à l'époque. Et bref, elle passait après moi pour qu'on ait comme 2 expériences puis qu'on puisse se faire une tête avec ça.
Et là, j'arrive là, puis elle me dit, ton père est ici, il est là depuis le matin. Fait que je dis, ben oui, c'est sûr, les bras croisés comme ça. Je dis, ben si vous le savez qu'il est mort, tu sais. Et c'est tout ce qu'elle savait de moi. Elle savait qu'il y avait une fille de l'équipe qui s'appelle France, dont le père est décédé, qui s'en allait la voir. C'est tout. Elle n'avait pas mon nom de famille, elle ne pouvait pas faire de recherche sur moi. Et là, elle commence, puis elle me dit, ben il n'est pas tout seul. Il est avec une petite madame plus petite que lui, plus âgée aussi, puis elle a l'index comme ça sur la bouche, puis elle fait dire qu'elle ne veut pas vous déranger, mais qu'elle trouve ça trop beau, puis elle veut assister à ces retrouvailles-là. Elle te fait dire que tu l'as aimé comme ta propre mère, ta deuxième mère, tu l'appelais ta deuxième mère, puis tu étais son chouchou. Et là, je me mets à pleurer comme une madeleine, là. Moi, la journaliste d'enquête imperturbable, là, tu sais, avec ma grosse carapace, là. Ma mère a broyé comme un bébé. Puis là, je dis, oh, OK, je vous écoute, madame, tu sais. Alors, elle venait de décrire ma nounou. Moi, je suis née en Gaspésie. Mon père était médecin en Gaspésie. Puis après ça, ma mère, je dis tout le temps, c'était une madame docteur à jouer au golf. On avait des nounous, tu sais. Fait qu'une de ces nounous-là m'a carrément élevée. Ça a été ma deuxième mère. J'étais son chouchou. Je l'ai toujours appelée ma deuxième mère. Puis elle est décédée en 1999. J'ai des frissons encore à ce jour de raconter cette histoire-là. On est en 2002, donc 3 ans après le décès de ma nounou. Et là, je dis, OK, c'est beau, elle vient de casser ma carapace, là, je vous écoute. Et l'entretien a duré 2 heures. Elle m'est arrivée avec un paquet de révélations, des affaires que, non seulement ça ne pouvait pas de la télépathie, parce que je ne le savais pas. Il a fallu que j'aille vérifier avec ma mère si tu verrais ça, ça, ça. Oui, ma fille, oui, ma fille, oui, ma fille. OK, bon, ben là, je suis dans la marde, tu sais. Des affaires comme que ton père comme avait un problème d'alcool que tu savais même pas, que tu as dû confirmer avec ta mère, des choses comme ça. Entre autres, mon père était maniaco-dépressif, puis à l'époque, il n'y avait pas de lithium, puis sa façon à lui de se descendre quand il était en phase de manie, là, tu sais, de s'apaiser, c'était de prendre un coup. Puis je ne m'étais jamais rendu compte de ça. Il était quand même élégant, il nous cachait ça. Fait que bref, j'ai appris plein d'affaires. Et je suis sortie de là complètement ébranlée. Ouais. Mais juste pour te dire, on était 2. Hein? Je vais finir mon histoire par rapport à ça. On était 2. J'étais avec la coordonnatrice à la recherche, Yannick. Et pendant l'entretien avec moi, la médium, elle me dit, Normand, ça te dit-tu quelque chose? Je dis, et je fais l'innocente. Je dis non. Sachant très bien que Normand, c'est le prénom de l'ancien mari de Yannick, celui de qui elle veut avoir des nouvelles en allant voir la médium. Puis je dis pas un mot, je fais semblant comme si de rien n'était. Puis elle me dit, ça doit être pour ton ami après, là. Ils font la file des fois comme ça, tu sais, les défunts en attendant que le monde arrive. Je dis, OK, allô? On est dans un autre monde, là, tu sais. Fait que ça, là, ça a contribué à faire comme, attends une minute, là. Moi, je suis sortie de là, je ne pouvais plus faire semblant que je le savais pas parce que je le savais. Là, si vous entendez des petites pattes de chien qui passent en arrière, là, c'est le mien. Là, je l'ai obligé de l'amener parce qu'il fait froid dehors. Je ne peux pas la laisser dans le char. Bref, tout ça pour dire que ça a fait comme, OK, je ne peux plus faire semblant que je ne le sais pas. Fait que qu'est-ce que je fais avec ça? Et ça t'a remis en question complètement ta vie. Totalement. J'ai été en état de choc pendant plusieurs jours. J'ai essayé de me défaire de l'engagement que j'avais avec Claire. Je suis allée la voir. Je dis, écoute, c'est pas tellement bon pour mon image là, d'aller dire que j'ai une lettre. Parce que la médium, ce qu'elle faisait, c'était de l'écriture automatique. Ouais. Alors, j'avais une lettre de mon père, décédé quand j'avais 14 ans, qui m'expliquait pourquoi son geste, ci, cela. Bon. Fait que c'était quand même très touché. Je le savais que j'allais me mettre à pleurer en plus, probablement, dans l'entrevue. Oui, parce que ça, après, il fallait que tu le racontes dans une entrevue télévisée. C'est ça. Okay, ouais. Je devais aller témoigner de ça à l'émission de Claire Lamarche avec la médium. Ouais. Fait que j'ai essayé de me désister. Claire m'a revirée comme sur un scène parce qu'elle est très, très bonne là-dedans. Elle m'a revirée comme une crêpe, en fait. Puis elle m'a dit, là, viens juste témoigner, là, tu sais, si t'as pas besoin de mettre ton manteau de journaliste. Et encore là, il y avait quelque chose qui poussait, là. Il a fallu que j'y aille. Et ce show-là a fait trembler TVA en 2002. La madame est devenue instantanément une vedette. Moi, je me suis dit, je vais continuer ma petite vie tranquille. Bien, ça, c'est bien sous-estimer le grand plan quand il est là qui se dessine pour toi. 1 an ou 2 après, 2 ans après, j'avais une vision qui me montrait clairement le titre d'un livre qu'il fallait que j'écrive. Ça m'a réveillée. C'était devant moi. C'est la première vision que j'avais de ma vie. J'ai eu l'impression là, d'avoir des spasmes dans tout mon corps quand j'ai vu ça. Puis je suis partie à rire. J'ai dit à mon père que je savais bien que c'était lui qui m'envoyait l'image. Là. J'ai dit, OK, c'est beau, je vais te l'écrire, ce livre-là. Puis après ça, tu me lâches les baskets. Et je l'ai écrit. Ça a donné On ne meurt pas, que tu as écouté en livre audio. Très bon livre, d'ailleurs. Merci. Que je conseille à tout le monde. Il s'est vendu à 50 000 copies. Fait que ça a dû faire du bien à certaines personnes. Absolument. Et moi, je pensais, encore une fois, après ça, de retourner à ma petite vie de journaliste tranquille.
Puis ça a été le début de la fin pour le journalisme et le début aussi d'une grande aventure. Une grande quête, là, c'est ça t'a lancé sur des Ouais. recherches pour un peu approfondir la connaissance que tu as acquise C'est avec ça. cette expérience-là. Là. Puis là, je suis partie avec mon bagage, en fait, de journaliste d'enquête. Au lieu d'aborder ça, c'était pas la journaliste d'enquête, mais c'était la femme en quête de vérité, la femme en quête de compréhension. Et j'ai posé des questions, j'ai rencontré des centaines de personnes. J'ai fait autant, je te dirais, d'expériences parce que je voulais pas que ça reste au niveau mental, je voulais le vivre dans mon corps. Je savais pas trop pourquoi je faisais ça, mais ça tombait bien, j'étais payée pour le faire. La semaine, la revue La Semaine m'a engagée pendant 4 ans pour aller faire des entrevues avec des gens qui avaient vécu un éveil quelconque. Ça pouvait être des médiums, mais ça pouvait être des scientifiques, ça pouvait être des artistes, ça pouvait être des gens qui avaient vécu des expériences de mort imminente. Ce qui fait que j'ai rencontré au-delà de 200 personnes et je tentais l'expérience à chaque fois. Là. Si c'était un médium, bien, on avait une séance avant. Si c'était un hypnologue, je faisais une séance d'hypnose. Si quelqu'un faisait des régressions dans les vies antérieures, je faisais une régression dans les vies intérieures. Tu sais. Et j'ai tout vécu ça dans mon corps. Puis à un moment donné, ça a été comme, mais tu peux pas m'enlever ça. Je ne l'ai pas appris avec ma tête, je l'ai vécu dans mon corps. Mm-hmm. J'ai vécu de nombreuses régressions, entre autres, que je ne peux pas avoir inventées parce que je n'ai pas cette imagination-là, où je me retrouvais carrément dans un autre espace-temps à vivre une expérience X qui, quand je sortais de là, me permettait de guérir quelque chose d'un pattern de vie dans cette vie ici. Donc, par exemple, l'autosabotage, j'ai eu une expérience sur une table de Reiki à un moment donné avec une femme que j'avais interviewée qui était une guérisseuse. Puis ça a basculé spontanément dans un autre espace-temps où je me voyais chanteuse d'opéra où j'étais en Orient. Je savais que j'étais japonaise probablement. Il y avait un parterre devant moi d'orientaux. Et je me fais assassiner sur la scène, une femme jalouse qui monte et qui me poignarde. Et là, je me vois frétiller sur la table de Reiki, puis me dire, ben voyons, qu'est-ce qui se passe là? Fait que t'es comme sorti de ton corps quand tu vivais cette expérience-là que tu décris en ce moment, t'étais Ben, pas j'étais pas conscient. sortie de Non, mon corps, mais j'avais des images qui roulaient sur mon écran mental sans OK. que je puisse les arrêter. OK. Et là, je voyais la scène, puis je pouvais pas arrêter cette scène-là, parce que j'étais comme dans un état altéré. Et là, j'ai revécu cette mort violente-là. Et j'ai réalisé, mon pattern d'auto-sabotage, c'est que quand j'arrivais au succès, j'étais en danger de mort. Hey, c'est puissant, ça. Wow. Et en guérissant ça sur une table de Reiki, 1 an plus tard, j'ai regardé en arrière et je me suis dit, gadon ça, je me sabote plus. Alors, je peux pas te dire que c'est 1 + 1 qui fait 2, mais ça y ressemble en tabarouette, là, tu sais. Ouais. Fait que j'ai toujours dit, moi, je n'ai aucune conviction qui me vienne de croyance. J'ai des convictions qui me viennent d'expérience. Ouais. J'ai vécu un paquet d'expériences dans mon corps en faisant le travail de journaliste pour poser des questions. Puis ça, personne ne peut me l'enlever. Ouais. C'est souvent ça, je pense, qui est le point tournant pour les gens. Parce qu'on passe, c'est ça, d'une théorie ou de la croyance ou à un peut-être que ça se peut. Justement, quand tu vis des expériences comme ça, que là, tu l'internalises, je sais pas si ça se dit en français. Bien, mais tu l'intègres. Tu l'intègres, en fait. Oui, Ouais, c'est exact, ça. c'est le Ça bon mot. rentre dans le corps. Tu sais. Ouais. C'est cool, ça. C'est ça qui s'est passé. Puis après ça, là, c'est devenu évident qu'il fallait que je le transmette. Parce qu'à partir du moment où, tu sais, j'ai été 10 ans à faire des recherches, ou presque, là, Ouais. je dirais 8 ans à faire des recherches, 8-9 ans. Et en 2010, ça faisait déjà 3 ans que je commençais à faire de l'écriture inspirée, justement en imitant ma meilleure amie, Anne-Marie Séguin, qui est décédée il y a 4 ans, mais qui était devenue une vedette parce que à la fin de son parcours, quand elle était atteinte d'un cancer, on a fait un film sur elle. Son amie de jeunesse, Marcia Pilote, une animatrice, a fait un film sur elle qui s'appelle « La mort m'a dit ». C'est encore disponible sur tout.tv d'ailleurs. Ça a été diffusé à RDI. Et Anne-Marie a été invitée à Tout le monde en parle. Puis elle faisait des capsules sur Facebook pour parler de son chemin de fin de vie. Et Anne-Marie avait un talent naturel. Elle faisait de l'écriture pas automatique. C'était vraiment plus inspiré dans le sens que le crayon ne part pas tout seul. C'est la différence que je fais entre l'écriture automatique de la médium qui m'a donné une lettre de mon père. Elle, son crayon partait tout seul. Elle ne savait même pas ce qu'elle écrivait. Puis moi, j'enseigne plus l'écriture inspirée, c'est-à-dire que je voyais Anne-Marie faire, elle écrivait, elle prenait des messages, puis ça avait l'air inspiré. Puis je dis, moi, je vais essayer ça. Et pendant 3 ans, je ne savais pas trop ce que je faisais, mais je le faisais. Je méditais tous les matins. À partir de 2006, j'ai commencé à méditer. Puis en 2007, j'ai commencé à prendre mon crayon puis poser des questions à ce que j'appelais l'univers. Puis dire, OK, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande? Je viens de perdre ma job. Quand est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Tu sais, bon, des affaires de filles, là. Bref,
Au bout de 3 ans, j'ouvre un vieux cahier, puis je me mets à regarder au hasard, tu sais, puis je tombe sur les textes que j'ai écrits dans les 3 dernières années, là, puis je me dis, tabarouette, j'ai écrit ça, moi. Et tout ce que j'avais écrit, c'était produit, ou ça avait donné une direction à ma vie, ou ça avait montré des angles morts dans des situations que je comprenais pas très bien, mais là, ça ouvrait mon champ de conscience, ou ça m'avait donné des perles de sagesse. Fait que je disais, hey, ça marche, cette patente-là. Et là, le prochain message que j'ai reçu après avoir pris conscience que ça marchait. Donc, mon premier message conscient, je venais de perdre ma job. J'animais un show qui s'appelait Si c'était vrai à Canal Vie avec des médiums, des guérisseurs, des gens qui avaient vécu des morts imminentes, toutes sortes d'affaires. En fait, c'était tous des psychics, là, comme les Américains disent, là, des psychiques. Et on devait avoir une 2e saison, puis pour des raisons de financement, l'émission a été retirée de l'antenne. J'ai fait un rêve prémonitoire. Fait que ce matin-là, je me suis réveillée avec la sensation claire que j'avais plus de job. Je venais de voir ma gang de production en train de négocier avec Canal Vie. Puis là, je voyais l'agitation, je voyais la déception. Je comprenais qu'on n'avait plus de contrat. Je me réveille à 4 heures du matin. Je sais que j'ai plus de job, mais il faut que j'attende à 9 heures. Puis à 9 heures, j'appelle la productrice. Puis elle me dit, on ne peut plus rien te cacher, France. Hein? Je dis, non, c'est vrai. Alors, j'avais plus de job. Hein? Elle l'avait su la veille. Puis elle allait m'appeler à 9 heures. Fait que je me dis, qu'est-ce que je vais faire quand je vais être grande? Et ça, c'est la question que j'ai le plus posée en écriture inspirée. Je suis allée écrire. Et là, il y a un premier message, mais vraiment conscient, qui est rentré. Là, ça a fait comme, il est temps que tu fasses un reset. Tu vois l'image, tu pèses sur le bouton de l'ordinateur, tu mets tout à off. Puis quand tu vas revenir, ta création va avoir décuplé de vitesse et d'intensité. Là, je dis, hey, ça, c'est ésotérique un peu, là, mais je comprends pas trop ce qu'ils disent, mais je vais l'essayer. T'sais. En fait, je ne l'ai pas essayé tout de suite parce que j'ai une tête dure, là, tu sais, je me suis dit, ben, je résiste. Moi, je me prends jamais pour du cash. Fait que quand je reçois des messages, je me prends pas au sérieux, puis j'attends que la vie me confirme que ça a de l'allure ou que ça n'a pas d'allure, tu sais. Fait que j'ai laissé du temps passer, puis là, le message est revenu une 2e fois, puis une 3e fois. Puis finalement, à un moment donné, je dis, OK, c'est beau, là, je le fais. Fait que quand l'école a été finie au mois de juin, j'ai pris mes 2 enfants, puis j'ai dit, on s'en va passer l'été au chalet. J'avais une petite maison en Estrie, à flanc de montagne, sur le bord pas loin d'un lac écologique. Là. J'ai dit, on s'en va passer l'été, là, puis j'arrête tout. Fait que, et en écriture, ça me disait, médite, amuse-toi, joue avec tes enfants. Là, fait que méditation, jeu avec les enfants, puis baignade, that's it, là, kayak baignade. Je dis, OK, c'est beau. Fait que j'ai fait ça. J'ai joué tout l'été. Puis au milieu de l'été, j'ai un autre message qui me disait, ben là, il est temps que tu te fasses un site Internet. C'était pas comme ça que ça me disait, mais en 2010, ça me disait, oui, là, vous entendez peut-être mon chien japper. Là. Peut-être que Samuel va être obligé d'aller la chercher. Mais en tout cas, bref. Tout ça pour dire que le 2e message me disait « Le web est votre toile qui peut faire lever le voile. » Ça va t'intéresser parce que c'est ça que tu fais. Là, tu es en train de faire du web, là, donc un podcast, une émission de télé-web avec les caméras. Mais en 2010, c'était pas encore la mode. Mais on me disait « Le web est votre toile qui peut faire lever le voile. » Moi, je disais, hey, j'ai même pas de site Internet. Là. Je sais pas trop ce qu'ils veulent dire, mais on a commencé par me faire un site Internet. Fait que je me suis fait un site Internet. Puis là, après ça, les messages ont commencé à rentrer. Dépêche-toi, parce que là, tu vas avoir des conférences à donner, puis des ateliers à donner. Puis c'est comme, OK, de quoi, tu sais? Et là, je me suis monté une petite équipe, puis à un moment donné, bing, bang, je donnais des ateliers puis des conférences partout au Québec, puis il y avait 500 personnes par salle, 400 personnes par salle. À un moment donné, j'étais à Princeville, il y a 300 personnes dans une salle. Je dis, coudonc, il n'y a pas de bingo à soir, c'est quoi cette affaire-là? Tout le monde est là, tu sais, tout le village était là. Fait que, et les ateliers d'écriture inspirée, parce que c'est ça qu'on me disait de donner. Les ateliers d'écriture inspirée, là, je peux-tu appeler mon chien, ça va faire live, hein? Viens ici, Alice. Là, ferme la porte, Samuel, comme ça, elle n'ira pas entendre les petits bruits. OK. Ah ouais. Alors, elle est blonde un peu, elle s'est embarrée dans les toilettes. Fait que bref, tout ça pour dire. On pourra pas dire que cette entrevue-là n'est pas authentique. Très authentique. Très authentique avec Alice qui fait des siennes. Fait qu'en tout cas, bref, il y avait du monde partout, puis tous les ateliers d'écriture inspirée, c'était plein partout. Fait que je me suis dit, ça doit être ça que j'ai à faire, là. On s'entend. Et tout ça m'est venu en écriture inspirée. Et l'écriture inspirée ne pouvait pas se développer sans que je me mette à méditer. Puis je ne pouvais pas me mettre à méditer sans commencer à rencontrer des gens puis des maîtres qui méditent. Puis je ne pouvais pas rencontrer des maîtres qui méditent sans avoir rencontré la médium. Tu comprends? Fait que là, si on fait tout le parcours, là, la médium, c'était un 2x4 en plein front pour que je me réveille, que je pose des questions, que je rencontre des maîtres, qu'on me montre comment faire, que je me mette à la méditation, que je le ressente dans mon corps, que j'apprenne à ouvrir mon canal, à utiliser l'écriture pour ça, à l'enseigner,
À ce jour, il y a des milliers de personnes qui ont suivi l'écriture inspirée. Ouais. Puis maintenant, évidemment, je le donne en ligne, là. Ouais. Pas le choix. Mais je le donnais déjà en ligne avant la COVID, ce qui fait que ça a juste explosé pendant la COVID. Puis ça m'a permis aussi de développer ce que je fais aujourd'hui, qui est SEM Media, la plateforme de conscience et mieux-être. Alors, SEM Media, c'est C-E-M-E pour conscience et mieux-être. Ouais. Et c'est une plateforme multimédia dans le sens qu'il va aussi y avoir des podcasts éventuellement. Mais là, pour l'instant, c'est de la télé-web puis des formations en ligne avec des maîtres dans leur domaine, en neurosciences, en pleine conscience, en médecine holistique. Je te dirais, ça, oui, il va y avoir du yoga aussi, mais en cohérence cardiaque, l'analyse des rêves. Moi, j'enseigne le mandat de vie, comment se brancher à son essence. Bref, tout le monde a son expertise. Je suis allée chercher les meilleurs que je pouvais trouver au Québec et éventuellement, il y en aura aussi des meilleurs en Europe. Puis les meilleurs. On s'entend, là, il y en a plein de meilleurs. Ouais. Mais je vais chercher ceux avec qui je vibre le plus. Puis on va vraiment... C'est un carrefour où est-ce que quand tu cherches les gens qui enseignent dans ce domaine-là, tu peux les trouver sur SEM Media. C'est vraiment ça cool. l'idée. Fait que tout ça t'a amené à ce parcours-là. Puis dans tes... Là, tu as eu comme un 10 ans de journaliste qui t'a formé, en fait. Après ça, tu as eu un 10 ans de recherche et d'éveil. Puis là, tu as parcouru un peu partout dans le monde. Mais je pense que c'est pas juste... Tu n'es pas resté au Québec pour rencontrer des experts un peu dans leur domaine. Je suis allée enseigner en Europe aussi, mais quand je faisais mes entrevues, je faisais des entrevues avec des gens de partout, là, Ouais. des États-Unis, d'Europe. Il y avait beaucoup de chercheurs aux États-Unis qui font des choses qu'on ne fait pas ici. Alors, ça m'intéressait. Évidemment, j'ai interviewé les Raymond Moody de ce monde, le médecin qui a écrit La vie après la vie dans les années 70, puis qui a été comme une espèce de précurseur qui a ouvert la voie à toute une génération. Puis Deepak Chopra, l'endocrinologue qui est le master de Mind and Body 7, là, qui enseigne dans le fond l'équilibre entre l'esprit et le corps, qui est très connu dans le monde. J'ai interviewé tous les chercheurs, dont des instituts, entre autres, un chercheur qui a un institut de recherche sur le remote viewing. Okay? Le remote viewing, c'est d'entraîner des psychics, donc des médiums, à voir à distance. L'armée américaine a, pendant des années, puis ça, c'était c'était évidemment sous-scellé, on n'avait pas accès à cette information-là, mais depuis le Disclosure Project, là, c'est-à-dire de faire ressortir, on a accès à l'information maintenant. Depuis l'accès à l'information, on a découvert que l'armée américaine entraînait des psychics, des médiums à voir à distance pour découvrir, entre autres, des caches d'armes, des caches ennemies, ils sont où est l'ennemi, où est-ce qu'il cache ses armes, comment est-ce qu'on peut le retrouver. Et ça fonctionnait assez bien. Maintenant, avec les GPS là, très, très, très performants, on entraîne moins de médiums à faire ça. Ouais. Mais avant ça, avant le GPS, on entraînait les médiums à faire ça. Et l'armée américaine le faisait. Alors, on a découvert la technique, puis bon, maintenant, il y a des recherches qui se font pour entraîner des gens à faire du remote viewing, donc de la vision à distance. Puis ça, c'est carrément des facultés de télépathie. La télépathie a été étudiée des milliers de fois en laboratoire. On le sait que ça fonctionne. Et la seule raison pour laquelle on n'arrive pas à déloger une théorie scientifique là-dessus, c'est que ça ne se commande pas nécessairement. Ouais. Fait que c'est ça le problème. On est encore en train de découvrir tout ça. Mais moi, je viens de faire une série qui est présentée gratuitement sur SEM Media présentement, qui s'appelle « Quand la physique rencontre la métaphysique ». Et j'ai fait ça avec une scientifique. Elle s'appelle Nancy Moreau. Nancy Moreau est prof au Cégep à Québec. Elle enseigne les sciences. Et Nancy est une sensitive pure. Puis quand elle était petite, il y a une voix qui lui a sauvé la vie. Elle avait 7-8 ans. Puis il y a un bloc de glace qui est tombé du toit au chalet chez elle. Et si elle n'avait pas entendu la voix qui a dit « Tasse-toi de là », une grosse voix grave, « Tasse-toi de là », elle serait morte en dessous du bloc de glace. Et à partir de cet âge-là, elle s'est dit « Moi, je vais être une savante un jour, puis je vais essayer de comprendre tout ça ». Et finalement, elle est devenue chimiste, mais c'est la physique quantique qui l'intéresse le plus parce que c'est la physique quantique qui, aujourd'hui, peut expliquer tout ça. Ouais. Et dans cette série-là, on démontre, avec toutes les recherches qui ont été faites récemment, comment est-ce que la physique quantique explique que le temps n'existe pas, qu'on est tous de la matière de lumière, dans le fond, et que quand la lumière interagit avec la matière, ça, c'est le quantique, il y a de l'information qui est véhiculée. Ce qui fait qu'on a des éléments, on a des particules quantiques dans notre corps. Il y en a dans la glande pinéale, entre autres. Hein? Puis je parlais de ça ce matin, je guidais une méditation, puis je parlais du docteur Oliveira, le Brésilien, qui a fait des recherches sur la glande pinéale. Il a disséqué je ne sais pas combien de cadavres pour trouver que dans la glande pinéale, au centre du cerveau, il y a des cristaux d'apatite. Ces cristaux-là
recueillent l'information, puis servent d'une espèce de une caisse de résonance, là. Puis l'information rentre là et est projetée vers le cortex en avant pour se traduire en images ou en messages, en pensée, en idées, peu importe. Fait que c'est comme ça que les médiums fonctionnent. Et ça, c'est vivant. Ça s'entraîne. Fait que tu peux entraîner ça puis faire pousser des cristaux dans ta glande pinéale, finalement. C'est comme un muscle. C'est possible de s'entraîner. C'est ça. Il y en a qui disent que non, on peut pas, mais moi, je suis convaincue, et parce que je l'ai fait pour moi, je suis convaincue que ça s'entraîne, parce que moi, j'étais bouchée, là, mais par les deux bouts, là, tu sais, et je ne croyais pas à ça. Mais tu me dis que, tu sais, en me présentant tantôt, tu as dit que ça a commencé quand tu étais jeune. On n'en a pas parlé de ça, mais effectivement, jusqu'à la mort de mon père, qui s'est suicidé là, quand j'avais 14 ans, j'étais probablement très, très, très sensitive, parce que j'ai des souvenirs que je m'assoyais dans mon lit et que je voyais ce que je nomme aujourd'hui ma conscience, mais que je ne pouvais pas nommer comme ça à l'époque, mais je voyais quelque chose partir en tourbillon du côté gauche, puis monter vers le côté droit, sortir, puis aller se promener dans des mondes parallèles. Là, je nomme tout ça aujourd'hui avec des mots, mais je ne pouvais pas nommer ça à 14 ans, 13-14 ans, mais je me voyais partir. Puis quand je revenais, j'étais un peu inquiète parce que j'avais aucun mot pour décrire ce que j'avais vécu. Il n'y avait rien de ce que j'avais vécu qui ressemblait à quoi que ce soit qu'il y a de ce côté-ci en troisième dimension. Ce qui fait que je n'étais pas capable de le nommer, mais ça me mettait un peu mal à l'aise. Puis quand mon père est mort, j'ai comme fermé le canal, je me suis conformée, je suis devenue sceptique parce que c'était à la mode d'être sceptique. Je suis devenue journaliste d'enquête. Tu ne pouvais absolument pas être crédule comme journaliste d'enquête, donc il fallait que j'aie l'air tough. J'avais l'air tough. Mais je vous le dis, je suis la pire des moumounes, puis je broye tout le temps. Mais bref, ça a été une carapace que je me suis faite pendant des années. Puis, à un moment donné, la carapace, elle a craqué. Je suis tombée malade. J'ai eu un gros burn-out. J'ai fait un gros burn-out à l'âge de 33 ans. Et ça a été le premier wake-up call qui a ouvert suffisamment la carapace pour que, à 39 ans, je puisse accueillir le fait que tu vas aller voir une médium puis tu vas revenir à dans le fond, à tes dons psychiques. Là, parce que si je n'avais pas eu le burn-out qui a préparé le terrain, je serais restée probablement très rigide. Le burn-out t'a préparé à ton coup de 2x4. Exactement. Puis c'est le fun de le dire comme ça, parce que s'il y a des gens qui nous écoutent présentement qui sont en dépression, parce que là, on est en temps de confinement encore, là, qui sont en dépression, qui sont déprimés, qui sont... Peut-être c'est juste une déprime saisonnière, qui sont en burn-out, sachez que dans ce temps-là, c'est le temps de dire merci. Parce que le corps est d'une intelligence universelle, inouïe. Et va te ramener à toi quand tu étais dans le déni. Puis moi, j'étais dans le déni de moi-même. Je m'étais fait une carapace plus grosse que la terre. Écoute, j'étais un bonhomme Michelin d'ego, moi, à 33 ans. Là, ça passait pas dans la porte. Là. Puis l'ego, c'était pas juste d'être fendante. Là, c'était pas ça. Là. C'était pas... Parce qu'on voit l'ego comme quelque chose de vaniteux. Mais c'était pas ça. C'est que ça me prenait cette carapace-là de protection, justement pour ne pas montrer à quel point je suis sensible puis broyarde. Fait qu'il fallait que je me fasse une couche de protection comme journaliste d'enquête pour ne pas craquer. Une identité que tu t'es créée. Je me suis forgé une personnalité, tu sais, de journaliste. C'est l'ego, en tough. fait. Des fois, les gens ont une certaine mauvaise conception de l'ego, mais c'est juste, en fait, une identité que tu te crées. Ça veut pas dire que c'est associé à la vanité, comme tu dis, ou que tu es meilleur ou quoi que ce soit. C'est pas juste ça, l'ego, c'est juste l'identité à laquelle tu t'identifies, je pense. Exactement. Oui, j'étais arrogante, par contre, je dois le dire. J'étais full arrogante, comme plein de journalistes. Mais il y avait beaucoup de sensibilité que je cachais derrière ça. Ce qui fait en sorte que j'ai compris que l'ego, tu viens de le nommer très bien, là, c'est des couches de protection. Des couches de protection, on se fait un personnage plus grand que nature parce qu'on ne veut pas être heurté, on ne veut pas être blessé. C'est juste ça, l'ego. Puis quand on le comprend, on peut l'apprivoiser, dans le fond, puis devenir le meilleur ami de notre ego, puis dire « Ah, tu es là, matin, c'est correct, là, tu sais. » Et c'est ça que j'ai appris à faire avec la méditation. La méditation, puis l'introspection, l'écriture inspirée, parce que l'écriture inspirée n'est pas toujours gentille avec moi. Il me montre en pleine face tous mes torts et toutes mes tares, tu sais. Fait que des fois, on va me le dire, là, « OK, là, t'es un petit peu arrogante, là, puis tu sais, là, t'es un petit peu plein de marde. » Pas dans ces mots-là. Parce que le grand soi qui me parle, j'appelle ça de même, là, je ne sais pas trop comment l'appeler. Alors, mon grand soi, il est toujours gentil et poli avec moi. Il ne m'envoie pas promener. Mais on me montre aussi les aspects de moi qui sont en déséquilibre, qui auraient avantage à être réalignés, à revenir dans mon axe. Fait que tout ça m'a permis de laisser tomber des couches d'ego du personnage, parce que j'en avais plus besoin pour me protéger, pour revenir à l'essence. Puis je te dirais qu'à 50 ans et des poussières pour le reste de mes jours, parce que j'ai décidé que j'avais 50 ans pour toujours. Mais bref, il y a de la sagesse qui est rentrée avec ça un petit peu, tu sais.
Oui, mais c'est clair. Avec tout le bagage, surtout que en tant que journaliste, comme tu cherchais à prouver le contraire de tous les gens que tu rencontrais, de tous les médias, mais finalement, tu vivais les expériences toi-même. Je veux dire, c'est un bagage qui est incroyable, que tu l'as tellement intégré maintenant que ça fait partie de toi. Oui, puis j'ai souvent dit, là, ils sont chanceux, ceux que je vois maintenant, parce qu'avant ça, je les aurais plantés avec une caméra cachée, là, puis à Mongrain, parce que je travaillais pour Jean-Luc Mongrain. Hein. Quand j'ai fait mon burn-out, là, je travaillais pour Jean-Luc Mongrain. Fait que c'était facile de dire que c'était la faute à Mongrain, là. Mais bref, avec ses gros yeux, non, il les a jamais faites pour moi. Il les faisait pour les autres. Mais bref, tout ça pour dire qu'effectivement, ça m'a donné... le bagage de journaliste, là, ce que ça a fait, c'est que ça m'a donné la crédibilité de faire ce que je fais aujourd'hui. Fait qu'une fois que les couches d'ego étaient tombées, puis il en reste encore, là, il y en a toujours, écoute, là, je peux te dire que j'ai encore des défis, des délits d'orgueil une fois de temps en temps qui remontent, mais le bagage de journaliste m'a donné la crédibilité nécessaire à faire ce que je fais aujourd'hui. Et ça, je remercie pour ça, parce que, tu sais, à un moment donné, quand je suis allée voir Claire Lamarche, justement, pour Claire Lamarche, pardon, je suis allée voir la médium, je me souviens d'entendre les gens dire « Ah ben ça, si la fille à Mongrain croit ça, là, ça veut dire qu'on peut y croire. » Ouais. Alors, il y avait quelque chose de l'ordre de si la journaliste d'enquête sceptique a vécu ça puis que ça se peut pour tout le monde. T'sais. Puis je remercie le bagage pour ça. Puis l'ego qui venait avec, il fallait que ça se tasse avec le temps. Là, puis ça s'est tassé parce que j'ai eu les 2 par 4 dans le front, pas juste un, là, j'en ai eu plusieurs. Mais l'ego est toujours là pour lutter puis revenir sous une forme déguisée ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je pense que c'est important de garder une relation de, comme tu dis, souvent se connecter, souvent méditer pour justement apprivoiser cette relation-là. Puis comme tu sais, je pense que c'est une danse qui se fait éternellement. Là. Je pense qu'on ne peut jamais s'en libérer à 100%. Là, je pense que oui, on peut s'en libérer à 100% à un moment donné. Ça, c'est la grande maîtrise. Je ne suis pas rendue là, je te le confirme, parce que je te dis, j'ai encore des délits d'orgueil. Récemment encore, là, je suis obligée de consulter. Moi, je vais consulter toute ma vie. Là, puis j'ai des gens formidables autour de moi, merci d'ailleurs, qui sont des thérapeutes qui m'aident beaucoup là, dans la vie et vice-versa, parce que c'est des échanges de services. Mais j'ai des délits d'orgueil qui remontent. La seule beauté ou la différence avec avant, c'est que je le vois. Avant ça, j'étais dedans, je le voyais pas, puis c'était la faute de l'autre, tu comprends? Et c'est ça l'évolution pour moi. C'est de passer de l'état d'endormi à penser qu'on est victime de notre vie, que c'est la faute des autres constamment, à éveiller, à dire OK, je suis responsable de ma création, là. Fait que je peux changer la donne. C'est jamais la faute de l'autre. L'autre est juste un beau miroir pour venir me dire voici ce que tu portes, là, tu sais. Alors, si tu as un arrogant dans ta face, peut-être que c'est parce qu'il faudrait que tu ailles voir l'arrogant dans toi. Si tu as un manipulateur dans ta face, peut-être que c'est parce qu'il y en a un qui manipule en dedans aussi, puis qui aurait avantage à être rencontré, aimé et dissous, tu sais. Fait que, dans le fond, c'est toujours des miroirs de ce qu'on porte, qu'on l'ait conscientisé ou non, qu'on le veuille ou non. Et à chaque fois, ça fait comme OK, bon, ben là, la seule différence avec avant, c'est que je le sais quand je tombe là-dedans. OK, va rencontrer ton arrogante, va rencontrer ta manipulatrice, va rencontrer ton orgueilleuse, va rencontrer celle qui est en train d'abuser d'elle-même présentement dans telle situation, parce que c'est jamais la faute de l'autre. Il n'y a personne qui peut abuser de moi. Il n'y a que moi qui peux abuser de moi. Ça fait que tu es comme dans une évolution plus rapide, dans le fond, parce que tu te ramènes plus rapidement, tu es consciente plus rapidement d'un peu ces choses-là. Puis... Complètement. Ouais. Complètement. Puis c'est la seule différence avec avant. Et tout ce parcours-là, pour moi, c'est ça. C'est d'enlever des couches pour devenir de plus en plus pur d'une certaine façon. Puis la pureté, là, c'est niaiseux à dire, hein, tu l'as entendu 1000 fois, mais quand tu le vis, tu comprends, c'est de revenir à l'innocence de l'enfance. On était de même quand on est arrivé. Ouais. Oui, on avait le bagage. Oui, on avait le karma qui venait avec. Là, on est arrivé avec un bagage. Hein. Personne n'arrive ici vierge. Très peu, en tout cas. Il y a très peu de gens qui sont dans leur première vie. Là, ce qui fait qu'on peut en parler de la réincarnation si tu veux, parce que j'en parle régulièrement, mais ça pour dire qu'on arrive avec un bagage. Puis le bagage, il se réveille grâce à nos parents. J'ai tout le temps la blague, ils sont payés par l'univers pour réveiller nos bébites, puis ils font une super job. Fait que, bref, merci nos parents. Puis l'inverse, c'est vrai aussi. Dans le fond, nos enfants viennent aussi nous montrer des... Mais toi, tu as des jeunes enfants, là? Oui. Ben, mais t'es payé par l'univers pour réveiller leurs bébites. C'est le fun, hein? Ouais. Mais quand tu es conscient, c'est déjà moins pire. Ouais. Parce que là, tu peux avoir le dialogue. Tu peux prendre conscience que tu as provoqué quelque chose chez ton enfant et que lui,
dans son petit corps, il l'a interprété comme ça parce qu'il porte ce bagage-là. Il est arrivé avec son bagage. Puis là, ça, c'est toutes les notions de blessures, hein, les blessures émotionnelles. Si les gens ne connaissent pas Lise Bourbeau, ben, je vais vous inviter à aller lire du Lise Bourbeau, entre autres les 5 blessures qui nous empêchent d'évoluer. Lise Bourbeau a repris les travaux d'un psychiatre américain, mais elle a fait une maudite bonne job pour le démocratiser puis le rendre accessible au grand public, là. Ce qui fait que les 5 blessures, moi, ça fait longtemps là, que je comprends ça puis je l'enseigne dans mes ateliers à ma façon, puis j'ai découvert Lise Bourbeau après. Donc, c'est universel parce que je ne l'avais pas appris par elle, je l'avais appris par d'autres canaux, tu sais. Et moi, je sais que je suis arrivée ici, entre autres, avec la blessure de trahison. La blessure de trahison s'est réveillée de différentes façons dans ma vie. Puis quand mon père s'est suicidé, bien, on était 3 filles chez nous, OK? On est encore 3 filles, on était 3 adolescentes. Et chacune porte des blessures différentes en fonction de ce qu'on appelle le karma, mais mettons en fonction du bagage que tu rapportes. Puis je ne veux pas rentrer dans les notions trop profondes de karma, mais si on veut le résumer, là, dans le fond, c'est simplement une notion, une loi de cause à effet qui fait que par choix, on revient vivre une expérience qui ne soit pas complétée ou qu'on veut amener plus loin ou qu'on veut équilibrer dans notre vie. OK? Fait que moi, je reviens avec la trahison très fort. Mes sœurs arrivent avec d'autres blessures et le même événement, la mort de notre père, qui est une mort violente, réveille la blessure de chacune. Moi, je l'interprète comme de la trahison. Ma petite sœur l'interprète comme de l'abandon puis de l'injustice parce que c'est ce qu'elle porte. Puis ma grande sœur l'interprète comme de l'abandon et de l'humiliation parce que c'est ce qu'elle porte. Donc, un même événement peut réveiller différentes blessures en fonction de ce que tu portes. Déjà là, c'est intéressant de le constater parce que tu dirais un même événement va réveiller la même blessure pour tout le monde. Non, ça n'a rien à voir. C'est en fonction de ce que tu portes et comment tu vas l'interpréter. Fait que moi, je l'ai interprété comme de la trahison. J'ai vécu beaucoup de trahison dans ma vie. J'ai toujours pensé que c'était la faute des autres jusqu'à ce que je comprenne. Mais non, tu portes ça, puis c'est à toi de décider, parce que c'est un choix, de dissoudre la trahison dans ta vie, parce que tu peux juste te trahir toi-même. Fait que quand j'ai commencé à comprendre ça, ça a changé complètement ma vie, tu comprends bien? Et la dernière grande trahison est arrivée en 2011. J'étais en petite boule tout l'été dans mon chalet avec mes enfants qui jouaient autour. Puis, je suis allée à la rencontre cette fois-là parce que j'étais consciente de ce qui se passait puis que c'était juste moi qui s'étais trahi. J'allais à la rencontre de cette blessure-là, puis en donnant de l'attention à ma blessure, ça a mis un peu de joie, puis la joie a été cultivée. Puis à un moment donné, à la fin de l'été, j'étais comme « Ah! OK, je suis guérie. » Mais ça ne peut pas se faire autrement que dans la conscience. Parce que, puis il y en a eu d'autres trahisons depuis ce temps-là. Tu peux pas essayer d'étouffer ça dans un coin. Puis... Non. Que fait l'être humain en général quand il est blessé? Ouais, il se... Soit ça ou il compense. Hein? Fait que personne ne veut aller dans la douleur. Quand ça fait mal, le réflexe naturel de l'être humain, ça va être de dire « je vais m'en débarrasser ». Fait que comment m'en débarrasser? On tombe dans la compensation. Fait que la compensation, c'est pas nécessairement celle qu'on pense. Les premières qui nous viennent, c'est « OK, on va aller prendre un coup, on va fumer de la drogue, on va tomber dans le sexe, dans les sports extrêmes, le jeu, peu importe ». Non, les 2 plus grandes compensations là, en Occident, là, c'est la nourriture et le travail. Fait que quand il y a une grosse blessure qui arrive, au lieu d'aller à la rencontre de cette douleur-là, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, on va travailler plus fort, on va manger de chocolat, ça va passer. Mais ça passe pas. Puis qu'est-ce que ça fait? Bien, les Québécois, on comprend ça, là. Ça pelte en avant. Ça pelte ton problème en avant. Vois le banc de neige, là, tu l'envoies en avant. Puis il est toujours de plus en plus gros. Fait que l'univers est bien intelligent. Il va t'envoyer d'autres acteurs dans ton scénario, même maudit scénario avec des nouveaux acteurs, pour te faire rencontrer ta blessure un petit peu plus intensément la fois d'après, puis la fois d'après, puis la fois d'après. Puis il y a bien des gens qui vont mourir, qui vont penser qu'ils sont encore victimes de leur vie, parce qu'ils vont jamais avoir pris conscience qu'ils sont créateurs de leur vie. Oui, ça, c'est une tragédie, ça. C'est une tragédie, tu l'as bien dit. Dans ta génération, là, je trouve que vous avez quand même une longueur d'avance sur nous autres, là. Mais tu sais, je pense que tu es un peu conscient de ça. Il y a un éveil collectif, Ouais. en fait, qui se fait. Là, pendant le COVID, justement, il y a eu des résonances de Schumann. On a atteint des pics vraiment incroyables. Oui, j'en ai parlé dans nos méditations de groupe, là. Quand on est une gang à se réunir, ça fait élever la fréquence, là. On peut le mesurer, tu sais. Exact. Ouais. De plus on... Puis c'est ça, tu as fait d'ailleurs des méditations guidées au début du confinement qui ont été suivies par plusieurs dizaines de milliers de personnes. En fait, tu as décidé ça du jour au lendemain, puis c'est comme... Je me suis tellement fait prendre à mon propre jeu, là. Alors, on en parlait avant, là, mais m'a raconté l'histoire pareil, parce que le 12 mars, on a tous vu les images du monde qui se garochait sur le papier de toilette, là, puis on a été catastrophés à se dire, mais voyons donc, y a-t-il une 3e guerre déclarée? Personne ne me l'a dit, tu sais. Fait que...
Et là, j'ai vu la panique, puis je me suis dit, c'est quoi ta job, France, toi, dans la vie, là? Ben, c'est de ramener le monde à leur centre, hein, puis à leur pouvoir intérieur. Je me suis dit, bon, ben, moi, je pourrais peut-être dire à ma gang de Facebook que je médite tous les matins, puis venez me rejoindre demain matin à 7 heures, je vais être là. Et le vendredi 13 mars, on a été 13 000 à méditer ensemble. Fait que j'ai vu ça comme un petit clin d'œil en me disant, mais continue, France, ça a l'air que ça va faire du bien à certaines personnes. Fait que je l'ai fait, puis ça a duré 2 mois et demi tous les matins. Puis là, il y avait des milliers de personnes qui méditaient avec nous tous les matins. Puis justement, mais ça a eu un impact, c'est sûr, là, je veux dire, sur la Ouais. Terre. À quel point, chaque matin, des milliers de personnes qui, eux, ont eu un impact dans leur entourage. Puis c'est ça l'effet papillon un peu aussi. Oui, c'est exactement ça. Ça nous élève collectivement. Puis j'ai appris dans cette expérience-là, hein, parce que moi, je te dirais que si j'enseigne aujourd'hui, c'est parce qu'on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. Alors, je continue de beaucoup apprendre. J'ai appris dans cette expérience-là la puissance du groupe. Je ne le savais pas pantoute. Je le savais intellectuellement, j'avais lu là-dessus. Ouais. Je savais qu'un groupe de méditants peut faire, entre autres, diminuer la criminalité à Washington une nuit de temps parce que cette expérience-là, elle a été vraiment... Maharishi, je pense, l'effet Maharishi. Oui, c'est ça. Écoute, c'est toi qui le dis, je ne suis pas sûre, mais ça se peut. Mais je sais que c'est ce qu'on appelle, tu sais, les bérets roses, là, c'est ça que c'est des méditants qui se promènent dans les villages puis qui font justement, quand il y a de la guerre, ils vont faire des méditations pour la paix. Puis bon, vraiment, ça diminue, puis instantanément, ça a un effet. Fait que ça a été étudié de façon scientifique, on le sait, mais moi, je le savais avec ma tête, mais je ne l'avais pas expérimenté. Et là, avec le groupe, c'est ce qu'on fait. On expérimente ça. Puis là, depuis le 1er juin, je les ai invités à venir me rejoindre dans un groupe privé Facebook. Tu peux t'inscrire n'importe quand. Ça coûte 10$ par mois. Je me suis dit, hey, c'est 2 cafés Starbucks. Là. Tu peux pas t'en passer. Puis bref, il y en a 700 ou presque 800 là, qui ont suivi, qui sont dans mon groupe maintenant. Puis tu sais, j'en guidais une ce matin. On a travaillé sur la glande pinéale. Mais les commentaires... Parce que je lis les commentaires des gens, puis là, je me nourris de tout ça parce que je vois à quel point ça a un impact dans leur vie, ça a un impact dans la vie des autres. Par exemple, si je fais une méditation en disant, OK, aujourd'hui, on fait une méditation, par exemple, sur la guérison. Mettez quelqu'un dans un centre on va faire un cercle virtuel dans notre tête, là. Mets quelqu'un que tu connais dans le centre qui est malade, puis on envoie des ondes à cette personne-là de guérison, tout simplement. Bien, c'est sûr que je vais avoir des témoignages de gens qui vont me dire, exemple, moi, j'ai mis ma fille, elle avait mal dans le dos depuis des semaines, puis elle m'a appelé tout de suite après la méditation pour me dire, je sais pas ce qui s'est passé, ça a débloqué, j'ai plus mal. Excuse. Incroyable. Ça, c'est réel, ce que je dis là. Ouais. OK? Mais je veux pas trop le dire non plus parce que je veux pas que les gens se mettent à m'appeler pour me dire, ben moi, tu sais, j'ai un cancer phase 4, puis peux-tu faire quelque chose pour moi? Parce que je le sais pas si je peux faire quelque chose. Tu comprends? Je suis juste en train d'expérimenter avec le groupe qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on met une intention commune. Si on est 700, c'est comme si c'était multiplié par 1000 ou 1 million ou je ne sais pas combien, mais c'est vraiment que le tout est plus grand que la somme de ses parties. Parce que si on est 700 avec une intention, ça devient immense et ce focus-là, puis ça aussi, c'est prouvé scientifiquement, là. D'ailleurs, les études du docteur Emoto le démontraient aussi. Là, tu mets une intention, tu mets plusieurs méditants, puis tu vas voir que ton intention, quand tu la cristallises, elle va vraiment avoir une forme X versus une autre intention qui est moins intéressante avec une forme moins intéressante aussi. Fait que tout ça, là, c'est de plus en plus prouvé. On a un impact. L'observateur a un impact sur son expérience. Et c'est ça, là, on est vraiment... on n'est pas indépendants, on est tous reliés. Puis comment tu expliques ça que, tu sais, toi, tu l'as tellement intégré, toutes ces connaissances-là, puis je veux dire, il y a beaucoup de documentation qui prouve certaines choses, mais qu'encore dans la société moderne, il y a autant de gens qui doutent, il y a autant de gens qui sont déconnectés de ça. Il y a, tu sais, mettons, on pourrait dire la communauté scientifique mainstream, ou tu sais, comme... C'est pas rendu là encore. C'est vraiment, on dirait qu'il y a comme tellement de résistance. Comment tu expliques ça un peu, toi? Bien, tu dis ça, là, puis ça va quand même à une vitesse exponentielle d'ouverture présentement parce que moi, je connais de plus en plus de médecins, je connais de plus en plus de scientifiques qui s'ouvrent à toutes ces théories-là. Tu sais, si tu calcules que la méditation pleine conscience est obligatoire maintenant en 3e année de médecine à l'Université de Montréal, c'est quelque chose qui était... Oui, c'est vrai. C'était impensable il y a 10 ans. Ouais. Ce qui fait qu'il y a quand même des choses qui progressent présentement. Et oui, pour l'instant, la méditation pleine conscience dans les milieux scientifiques est utilisée pour diminuer le stress, pas pour ouvrir ton esprit puis avoir une spiritualité plus vivante. Donc, c'est encore dans des objectifs de performance. Pragmatique. Oui, puis de performance, qui est probablement le mal
du siècle. Hein? La performance, c'est ce qui tue l'humanité présentement parce que la performance entraîne de la comparaison, de la compétition, de la jalousie. Bref, toutes des émotions qui tuent l'être humain de l'intérieur. C'est du poison pour notre sang, c'est du poison pour notre système. Mais au-delà de ça, c'est quand même une fenêtre. Hein, il vient de s'installer quelque chose qu'on comprend que dans le cerveau, il y a des aires qui s'ouvrent puis qui se réalignent quand on médite. Et là, ils ont commencé à faire de plus en plus de recherches. Et ce qu'on démontre dans la petite série, là, quand la physique rencontre la métaphysique sur SEM Média, que j'anime avec Nancy, c'est qu'on a sorti les chartes. Nancy, elle a sorti les chartes des études qui ont été faites avec les mots spiritualité, santé. Et dans les 20 dernières années, il y a une courbe exponentielle de recherches qui se font de plus en plus fréquentes sur l'effet justement de la méditation, de la prière sur le corps humain, sur la biologie, la biochimie, l'effet de la pensée. Les neurosciences ont beaucoup ont pris une expansion extraordinaire, se sont beaucoup développés. L'épigénétique, qui est une nouvelle science, est en train de nous démontrer hors de tout doute que c'est pas parce que ta mère, ta grand-mère et ton grand-père avaient le cancer que tu es obligé de mourir du cancer. Parce que ton environnement a un impact direct. En fait, l'environnement, c'est quoi? C'est tes pensées, tes formes pensées avant toute chose, ton alimentation, tes habitudes de vie. Alors, c'est tout ce qui est extérieur et intérieur à toi a un impact direct sur le développement ou non, ou en tout cas l'activation ou non de certains gènes. Parce qu'avant ça, là, l'hérédité, c'était une fatalité. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, l'hérédité n'est plus une fatalité. C'est que notre code génétique, en fait, évolue de notre vivant et pas juste comme on n'est pas né avec un certain code génétique puis on meurt avec le même code génétique, c'est que ça évolue pendant notre passage sur Terre. Exactement. Ce qui fait que toi, tu n'as pas en tout besoin de développer les bébites de tes parents. C'est-tu pas merveilleux? C'est incroyable. Moi, je trouve ça fantastique. Puis, as-tu l'impression que, je sais pas, on dirait, moi, je sens personnellement qu'il y a comme si on essaye de taire ce mouvement-là, tu sais, avec la COVID, un peu, il y a de plus en plus de censure sur les médias sociaux, on essaie parce que c'est dangereux de parler de méditation pour se soigner, se guérir, ou, tu sais, comme c'est dangereux, tu sais, de tout ce qui est en dehors de la pensée scientifique et du courant comme conventionnel, c'est dangereux pour la santé des autres. Tu peux mettre la vie des autres en danger. Tu sais, il y a comme ce mouvement-là un peu, je ne sais pas si c'était il y a encore une chasse aux sorcières. J'avais justement la discussion hier parce que j'étais engagée par le Salon du livre de Montréal pour faire une entrevue avec le docteur Gaétan Brouillard qui a écrit un livre formidable sur la vie et la mort. Là. Puis Gaétan me racontait que lui, il est aussi naturopathe. Okay? Il est médecin, mais il est naturopathe, acupuncteur et ostéopathe. C'est-à-dire qu'il a fait des études, il a exploré et étudié tous ces domaines-là, sans nécessairement le pratiquer à temps plein, mais oui, il a pratiqué l'acupuncture, entre autres. Et il me contait que ses amis naturopathes ont reçu un avis comme quoi ils n'ont plus le droit de prescrire de la vitamine C ou de prescrire des aliments naturels pour, en fait, pas booster, mais simplement renforcer le système immunitaire, entretenir le système immunitaire en temps de pandémie. Parce que ça pourrait peut-être morpionner le système et faire croire à ces gens-là qu'ils n'auront pas besoin de se faire vacciner. Parce que le plan du gouvernement, c'est de vacciner la population au complet. Ce qui est outrageous, tant qu'à moi. C'est scandaleux. Absolument. C'est scandaleux. Puis là, quand tu parles de censure, là tu viens de me craquer. Là. Alors, je vais sortir de ma maîtrise quelques secondes. Parce que moi, j'ai été une journaliste qui a connu la belle époque où est-ce que quand tu faisais un reportage, il fallait que tu donnes les deux côtés de la médaille. Il fallait que tu montres, OK, oui, ça, c'est l'opinion du gouvernement ou c'est l'opinion de telle société ou de telle industrie, mais qu'est-ce que les autres en pensent? Qu'est-ce que les gens dans la rue en pensent? Aujourd'hui, on ne peut même plus faire ça. Il y a Arruda qui a une pensée unique, puis on est obligé de se conformer à ça. Et ça me met dans un état vraiment ça soulève de la colère. Ça soulève de la colère en moi. Ça sort de ta zénitude. Ça sort de ma zénitude, mais c'est bon la colère parce que quand la colère est exprimée vers le haut comme un volcan et non qu'elle est déversée sur l'autre, ça c'est les dommages collatéraux, là, mais quand elle est exprimée vers le haut, donc canalisée, c'est aussi une formidable énergie de feu qui va nous amener à faire des changements. Fait que je cultive un petit peu cette colère-là consciemment présentement parce que je me dis, il va falloir que ça change. C'est pas vrai là, que... Écoute, là, moi, je suis une scientifique à la base. Hein. J'ai étudié pour devenir médecin, puis j'ai changé d'idée en 3e année à l'université, ce qui fait que j'ai beaucoup écouté des médecins puis des scientifiques parler de ce qu'on vit présentement, du système immunitaire, justement, des vaccins, de ceci, de cela. Et il y a 2 camps. Mais un camp comme l'autre camp, là,
ils sont tous aussi bien documentés les uns que les autres. C'est pas vrai que ceux qui disent le contraire du gouvernement sont mal documentés. Ils sont aussi bien documentés, peut-être mieux, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que c'est important pour moi, la journaliste en moi, qu'on ait accès à ces deux volets-là. Et le nombre de personnes que j'ai vues donner des informations très crédibles à partir d'études scientifiques très crédibles, se faire censurer et disparaître des réseaux sociaux en moins de 24 heures, là, ça m'a mis dans un état là, de colère profonde, de dire, mais moi, je veux pas vivre dans cette société-là où est-ce qu'il n'y a plus aucune démocratie, là. C'est vraiment Ça, c'est de la dictature. C'est le début de la dictature. Puis il y a beaucoup de gens qui s'en rendent pas compte. C'est ça qui est un peu triste, en tout cas, qui est un peu encore plus fâchant, comme tu dis, parce que justement, ils coupent tellement vite, en 24 heures, des fois, que ça n'a pas le temps de faire... Non. Le message n'a pas le temps de se propager, puis c'est comme tu dis, c'est une dictature de l'information, en fait. C'est pas une dictature dans le sens que... Et là, mais on est en train de créer une société où est-ce que nos enfants, là, crient au meurtre si tu enlèves ton masque. Allô? Alors, qu'est-ce que ça va donner comme société, là, tu sais? Quelque part, je me dis, ça n'a aucun bon sens qu'on est en train de créer avec la peur. Et la peur est bien mauvaise conseillère, on le sait. Et la peur est aussi le pire ennemi du système immunitaire. Puis là, je ne veux pas rentrer dans les chiffres parce que, évidemment, que je me suis intéressée à tout ça. Je suis allée voir tout ce qu'il y avait là. Puis, j'ai réalisé que peu importe les arguments que je vais amener à mes amis qui sont convaincus de l'inverse de ce que je raconte, là, il n'y a rien à faire. Peu importe, même si je leur arrive avec des preuves scientifiques, noir sur blanc. Chacun s'est campé dans sa position, son opinion. Mais la position et l'opinion a été motivée par la peur. Et ça, c'est une mauvaise conseillère. Moi, je ne dis pas que d'un bord, je ne suis pas du tout complotiste à part de ça, puis je ne crois pas à rien de ça tant que tu ne m'apporteras pas des preuves hors de tout doute que ça existe. Ce qui fait que je crois à rien, ni d'un bord ni de l'autre. J'essaie juste de trouver une voie du milieu pour me dire qu'est-ce que je ressens, moi, présentement dans mon corps, là. Et mon corps me dit que telle affaire, ça ne fait pas de sens. Et c'est là où est-ce que je voudrais amener les gens, c'est de se brancher à leur sagesse intérieure, à leur intuition, à leur perception, à leur inspiration, parce que ça, il y a une sagesse et une intelligence universelle que tout le monde peut capter. Et il y a des choses qui ne font pas de sens présentement, puis c'est important qu'on le dise et qu'on ait un espace pour le dire. Oui, qu'on ouvre le dialogue, juste d'ouvrir le dialogue. Exactement. Pas nécessairement je te dis pas qu'un ou l'autre a raison, je te dis que ça n'a pas de bon sens qu'on ne puisse pas contester quelque chose qui, pour nous, ne fait pas de sens. Juste dialoguer. Ouais. Juste dialoguer sur des trucs aussi simples que parler de système immunitaire, ben là, tu te fais classer complotiste. Je veux dire, ça n'a aucun bon sens. Moi aussi, ça me choque. C'est choquant, mais c'est effrayant. Ton corps, là, le corps humain est parfaitement équipé pour se défendre contre les virus et les bactéries. On affronte des centaines de virus et bactéries tous les jours. Notre corps est fait pour ça. T'en as combattu des millions depuis que t'es né. C'est ça. Puis là, on est confiné avec des masques à 2 mètres. Notre système immunitaire, là, c'est la façon de l'affaiblir, en tout cas. Je te dis pas que je compte toutes les mesures, c'est pas ça, mais c'est une façon d'affaiblir le système immunitaire. Alors, je pense pas qu'on est sur la bonne voie. Et c'est une question simplement de gros bon sens. Mais parce que les gens ont peur, parce qu'on les a amenés à avoir peur, ben on a acheté la paix en disant, ben là, regardez 2 mètres, mettez votre masque, nanana, comme ça, on va enlever une partie de la... On va diminuer l'effet de justement la frayeur, là, de la peur de l'autre. Mais elle est là pareil. C'est comme, on dirait que c'est comme, ils utilisent la dissonance cognitive de mélanger volontairement un peu les gens. En tout cas, je dirais pas volontairement, mais involontairement ou volontairement, les gens sont mélangés de ne plus savoir trop quoi penser, quoi croire un petit peu. Justement, tu parlais de la peur, c'est une très mauvaise conseillère. Arruda, justement, dans une conférence de presse, disait la peur, c'est vraiment mauvais, ça fait faire des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Puis il disait ça lui-même, je cite ses mots, c'était vraiment ça qu'il disait en conférence, mais pourtant... quand tu allumes la télé, les médias... C'est qu'une campagne de peur. Que de la peur. Que ça. On paye des acteurs, des gens quand même célèbres au Québec, des personnes d'autorité, des figures, des personnalités publiques pour faire peur aux gens, pour continuer cette campagne-là. Je veux dire, c'est une d'incompréhension complète. Puis, je ne suis pas en train de dire que toutes les mesures ne sont pas correctes, là. Non. D'ailleurs, de la distanciation sociale, d'une certaine façon, ça a fonctionné au début. Là, puis c'était correct de dire on va garder nos distances dans les commerces puis tout ça parce que, dans le fond, c'est une question de respect pour l'autre et tout ça. Fait que je ne suis même pas en train de dire que les mesures actuelles sont pas correctes. Je suis en train de dire que la façon que c'est fait et la façon que ça nous est imposé et la façon qu'on a censuré toute opinion contraire à ça, ça fait pas de sens. Et ça, c'est dangereux. Et ça peut nous faire glisser rapidement vers
une situation qu'on ne veut pas vivre, un état de dénonciation. Moi, là, j'ai pas envie de vivre dans un Québec ou dans un pays ou dans une planète où tu dénonces ton voisin parce qu'il a reçu du monde à souper. Ouais. Ah, c'est incroyable. Puis, là, on va se diriger vers un autre sujet. Je voulais pas qu'on parle fini, trop de là-dessus, mais ça m'a fait du bien. Merci ouais. beaucoup. Là, tu vois, mon volcan, là, il a pu s'exprimer. Là, puis j'espère que ça va avoir allumé 2-3 petites bougies. Ouais, on l'espère. Puis moi, c'est ça, je donnerais comme message aux gens. Essayez d'en parler, de dialoguer, d'avoir ce message-là d'ouverture avec les gens dans votre entourage, parce que c'est ça qui est puissant, l'effet papillon, d'en parler dans notre entourage. Une personne qui en parle à une personne qui, dans son entourage, va en parler à une autre personne. C'est comme ça que la chaîne se crée, puis qu'on peut communiquer l'information. On est des êtres de communauté comme ça, puis faut une personne par une personne essayer d'éveiller des consciences une à la fois, de juste, OK, est-ce qu'on peut ouvrir des dialogues? Est-ce qu'on peut avoir des opinions contraires? En France, ils le font un peu mieux qu'ici. Au Québec, on dirait qu'il n'y a personne qui a l'opinion contraire dans le côté public. Non, c'est affolant. Là. C'est effrayant dans le sens de effrayant pour vrai. Là. Ça fait peur. Ça fait bien plus peur que la peur du virus. Et moi, ma ligne de ce temps-là avec mes amis, c'est de dire, regarde bien ça, là, la maladie mentale va faire beaucoup plus de dommages que le virus dans pas long. Là. Puis justement, il faut avoir des discussions. Est-ce que quand les dommages collatéraux deviennent plus importants que les mesures, qu'est-ce qui préviennent? Peut-être que c'est le temps de reviser notre équilibre. Là. Exact. On se pose des questions. On fait juste se poser des questions. On fait juste de se poser des questions. On est d'accord. Merci d'avoir un micro pour le faire. Je trouve ça donc bien le fun. Puis d'ailleurs, je veux te parler un peu de tes prochains projets. Qu'est-ce qui s'en vient un peu pour Sam Media? Puis c'est quoi qui t'allume maintenant? Je sais que tu disais ta fille a commencé l'université, donc là, tu as plus d'espace pour le travail, pour tes projets personnels un peu. Ma petite dernière est partie de la maison cet automne en même temps que je lançais Sam Media, ce qui fait qu'effectivement, j'ai retrouvé une liberté totale et c'était prévu probablement dans ma matrice que je pourrais faire ça parce que moi, j'étais très dédiée à mon rôle de mère quand les enfants étaient jeunes. J'avais vraiment envie d'être là. Tu sais, je te disais avant l'émission là, que quand je suis accouchée de mon fils le plus vieux, j'ai appelé mon patron aux nouvelles puis j'ai dit, regarde, je viens de faire mon plus beau topo à vie, je reste à la maison. Et je me suis fait traiter de folle. Mais c'était le plus beau cadeau que je pouvais faire à mes enfants, c'est d'être présente quand ils étaient jeunes. Fait que là, j'ai été là, j'ai fait ma job, je suis contente de moi, ce qui fait que là, je peux vraiment me consacrer à ce que j'appelle mon mandat de vie. J'enseigne ça d'ailleurs, j'ai un atelier en ligne sur Sam Media qui s'appelle le mandat de vie. Mais mon mandat de vie à moi, c'est vraiment de diffuser des outils d'éveil. Et Sam Media, c'est dans le fond un très bel amalgame, un beau mariage de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant qui permet de diffuser sur une plateforme de téléweb et qui aura aussi des podcasts, mais donc de communication, diffuser de l'information, offrir des outils aux gens pour retrouver leur pouvoir de création, retrouver d'abord la conscience qu'ils sont créateurs et après ça, prendre les outils parce que c'est le fun de le savoir. Puis après ça, c'est comment on fait. Tu sais, moi, ma première question qui pop là, quand quelqu'un me dit « Bon, il se passe telle affaire, là, puis c'est ça, mettons, genre, tu es créatrice de ta vie. OK, c'est beau. Mais comment on fait ça? » Tu sais, c'est la première question qui pop. Ouais. Fait que moi, j'avais envie de travailler sur le comment. Alors, Sam Media, dans le fond, c'est une plateforme, mais c'est un carrefour où je vais réunir le plus d'experts possible qui vont, chacun dans leur domaine, offrir ces outils-là. Il y a des formations en ligne, mais il y a aussi de l'information qui va être gratuite. Présentement, la série en question dont je t'ai parlé, là, quand la physique rencontre la métaphysique, ça, c'est gratuit. Moi, j'anime une émission qui s'appelle, à toutes les semaines, qui s'appelle Maître à bord de Téléweb. C'est gratuit. J'ai vu que c'était sur Spotify, mais là, j'ai vu qu'il y avait comme eu une pause à partir de mars. Est-ce qu'ils sont encore publiés ou c'est peut-être moi qui a mal là, vérifié, ils sont pas sur Spotify présentement parce qu'ils sont en Téléweb. Okay. Je vais voir avec ma réalisatrice si on peut transformer ça en podcast parce que quand c'était sur Spotify, c'est que j'étais à la radio. Pendant 2 ans, j'ai animé un show de radio ici sur la Rive-Sud, au 103.3 FM, là, à la radio de Longueuil, Maître à bord, qui est un concept que j'ai pondu moi-même. Puis bon, je leur ai vendu le concept. Puis quand la COVID est arrivée, je suis repartie avec mon petit bagage. Je me suis dit, si je ne peux plus le faire à la radio, je vais le faire sur Facebook. Ouais. Et finalement, j'ai trouvé des plateformes où est-ce que je peux streamer sur Facebook, sur YouTube et faire de la téléweb avec ça. Ce qui me ramène à la phrase que j'avais reçue en écriture inspirée qui disait « Le web est votre toile qui peut faire lever le voile là, en 2010. » Bien là, on le sait aujourd'hui que c'est ça. Parce que toi et moi, on travaille sur le web puis on voit très bien que le web, c'est la façon d'apporter une information différente du mainstream qui nous permet d'ouvrir nos œillères, de voir autre chose que ce qu'on veut absolument nous faire passer comme message, qui est dans le fond une pensée unilatérale. Et moi, j'ai envie qu'on ait
accès à tout ça. Et je te dirais qu'on est vraiment sur un point de bascule formidable et c'est ce qu'on se souviendra de 2020. Là. Oui, la pandémie, mais surtout la bascule de conscience qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui s'ouvrent à cette nouvelle conscience-là, qui comprennent que on a des possibilités infinies, l'être humain, pour être un créateur de notre vie, ne pas être victime de notre vie. Et tout ça étant, oui, présentement, en déséquilibre avec l'autre côté ou les gens qui ne sont pas encore dans cette conscience-là. Puis c'est sûr qu'il y en a qui vont mourir inconscients et ils vont être obligés de revenir dans une autre vie, là. Tu sais, ça, c'est ma ligne une fois de temps en temps avec les journalistes qui m'interviewent. Je me souviens d'avoir été interviewé à un moment donné par Richard Martineau qui essayait de me mettre en boîte là, dans les années 2000. Puis à un moment donné, j'ai dit live à la radio, « Ah, c'est correct, Martineau, là, tu peux revenir dans une autre vie pour évoluer si tu veux, là, c'est pas grave, tu sais. » C'est bon. Et il est parti à rire, tu sais, ça a désamorcé tout ça. Bon, Ouais. on est parti à rire tous les deux, puis on a continué. Puis j'aime beaucoup Richard Martineau, tu sais. Ah oui? Il m'a interviewé dernièrement, mais je l'aime comme être humain. OK. Je suis pas d'accord avec ce qu'il écrit 3 fois sur 4, là, tu sais. Ouais. Mais comme être humain, là, il n'est pas exactement ce qu'il a de l'air, tu comprends? OK. Puis, Je ne le connais pas personnellement. Non, il est très sympathique en personne. J'avais une certaine image. C'est bon que tu m'en parles parce que j'avais une certaine Il image. est très sympathique en personne. Et il m'a interviewé pour Les Francs-Tireurs l'année dernière, mais en fait, ça fait déjà 2 ans, parce que j'étais invitée au Salon de la mort. Et il m'a dit quelque chose de bien cute. Il a commencé l'entrevue en disant « Ah, France, j'ai vraiment peur de la mort, aide-moi, là, tu sais, au lieu d'essayer de me planter. » Mais là, on est 10 ans d'intervalle entre le moment où est-ce qu'il essayait de me planter à la radio, puis que là, on est 10 ans plus tard. Fait que c'est là que je le vois, l'évolution. 10 ans plus tard, il n'essaye plus de me mettre en boîte, là. Il me demande de l'aider à traverser sa peur de la mort. Il y a une ouverture, là. Oui. Fait que là, j'ai dit « Mon Dieu, Richard, t'es rendu bien ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé? » Et lui, de me répondre, je me suis rendu compte que les réponses étaient plus intéressantes que mes questions. Oh, hey, ça, c'est fort. C'est beau, hein? Wow, honnêtement, c'est beau. Alors, je lève mon chapeau à Richard Martineau s'il nous entend présentement, parce que je me dis, ça, c'est de l'humilité bien placée. Ouais. Parce que c'est ça, la job d'un journaliste. Les réponses sont plus importantes et plus intéressantes que tes questions. Il y a tellement de tripes d'ego là-dedans Ouais. que, tu sais... Même pas comme journaliste, en fait, comme n'importe qui. Ben, Là, je veux dire, absolument. d'être conscient Absolument. que tu n'es pas le personnage le plus intéressant de ta vie. C'est peut-être les autres peuvent t'en apprendre aussi pas mal plus que toi-même tout seul, parce que, en tout cas, c'est ça. Effectivement. Fait qu'en tout cas, pour Sem Média, puis pour ce qui s'en vient pour moi, je te dirais que je suis vraiment sur mon X, que là, j'ai envie de faire ça. Ça va être probablement mon œuvre de vie qui va durer longtemps parce que j'ai envie que ça dure longtemps. Et j'espère qu'on va atteindre un public de plus en plus large, de plus en plus de toutes les couches aussi et de toutes les tranches d'âge. Puis comme je vous disais, je trouve que toi, ta génération, puis mes enfants qui ont un peu ton âge, dans le fond, là, vous partez avec des outils supplémentaires que nous autres, on n'avait pas. Moi, je dis tout le temps à la blague, moi, je suis une gratte, là, pour pas dire l'autre mot qui est pas beau, là. Alors, bref, je suis une gratte, j'ouvre le chemin, mais les autres qui arrivent dans le sillon en arrière, là, ils ont quand même un chemin qui a été un peu défriché. Ouais. Donc, les enfants de parents conscients, vous arrivez avec vraiment des outils supplémentaires. Puis là, c'est ça qui va faire que ça va devenir exponentiel. Puis vos enfants, à vous autres, vont être tout ouverts. Là. Tu sais, toi, t'es des petits là, de 8 mois puis 2 ans. Moi, je les appelle les enfants diamants. Là. Ils arrivent, ils sont tout ouverts. Ils sont déjà dans cette fréquence-là du nouveau monde. Ils sont magnifiques. Ils rayonnent comme des gros soleils. Bien, pour que ça, ce soit possible, il fallait qu'il y ait du monde qui défriche. Ouais. Fait que moi, j'ai utilisé les 20 dernières années de ma vie à défricher. Puis là, enfin, je récolte un peu. Et en récoltant, bien, je continue d'espérer et de rêver à ce nouveau monde-là où est-ce que ça va être juste plus fraternel, plus équitable, où est-ce qu'on va s'entraider. Je veux créer une communauté. Voilà. Continuer de semer. Semer. Sem, c'était vraiment ça. Ça m'est descendu en inspiration l'année dernière. Après la méditation, c'est là que je suis le plus inspirée. Là. Puis ça a descendu, ça m'a dit, tu vas créer un réseau, ça va s'appeler Sem Média. Puis je voyais Conscience et Mieux-être. Sem, ça sonne semer le germe, semer la graine pour qu'il pousse quelque chose de beau, mais ça veut dire aussi s'aimer. Fait que tout ça, là, c'était bien, bien clair. Puis quand je dis ça, les gens vont dire, donc ben médium, on l'est tous, là. Ouais. La seule affaire, c'est que moi, je m'assois le cul sur une chaise tous les matins depuis 2006, puis je médite. Fait que la méditation a fait que ça a ouvert le canal, puis là, dans le canal, il s'est mis à rentrer des affaires. Puis, c'est rien que ça. C'est de la persévérance. Oui, puis là, c'est exponentiel parce que, justement, tu le fais constamment. Parce que je le fais tous les jours. Voilà. Puis tu deviens meilleur à le faire, fait que c'est encore plus efficace. Je te dirais que je suis encore pourrie. Je suis pourrie à méditer. Je fais encore ma liste d'épicerie par Mais c'est pas grave, ça marche pareil. Ouais. Si je suis assise là 20 minutes, une demi-heure,
Il y a peut-être 2-3 minutes que je médite pour vrai, mais ça marche pareil. C'est notre réflexe. En fait, c'est mon réflexe, je viens de remarquer, c'est mon réflexe de performance, de dire tu deviens meilleur. Je suis même pas meilleur. C'est ça, Je suis même pas meilleur. C'est traumatisant, ben raide. C'est pas une question de performance, la méditation. T'as pas besoin Tellement de performer. pas. Justement, en fait, c'est un peu contraire à... Quand tu veux performer dans ta méditation, moi, en tout cas, quand je me dis, OK, là, il faut que je fasse une bonne méditation, je suis comme, ma tête n'arrête pas, puis je suis pas capable de... Alors, c'est tellement anti-performance que c'est quand j'ai accepté ça que je me suis dit, ben tu seras pourri, puis c'est tout. Je suis encore pourri à ce jour, 16 ans plus tard. Puis j'assume que je suis pourri en méditation, mais je le fais tous les matins pareil. C'est libérateur, ça. Complètement. Pas besoin. Ça m'a enlevé toute la pression. Je suis pas bonne, puis je le fais. Fait que sur ça, ben, pour tout le monde qui nous regarde, qui n'ont jamais essayé, d'ailleurs, on invite tout le monde à essayer, à suivre ce que tu fais également. C'est vraiment fantastique, toutes tes œuvres, tes livres, tes conférences, ça merci. aussi. Fait que pour tous les gens qui veulent te suivre, c'est France Gauthier sur francegauthier.ca ou directement sem.tv. 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 Vous allez arriver directement sur ce qu'on fait le mieux présentement, c'est-à-dire présenter des gens qui veulent vous aider, vous donner des outils pour redevenir le maître de votre vie. Cool. Hey, merci France, merci d'être passé. Hey, merci beaucoup. Je trouve ça tellement trippant. Là. Il est bon. Merci. Merci.